Mon père a volé mes 25 000 € d'économie pour les dettes de mon frère, justifiant cela au nom de la famille. J'ai acquiescé. Mais l'arrivée de mon oncle, réclamant son fonds d'investissement, a fait pâlir papa. 4 mots de ma part ont suffi, l'oncle a appelé, et des phares ont éclairé l'allée. Moi, Antoine, 29 ans, je suis rentré dans mon appartement après une brutale garde de 12 heures à l'hôpital de Lyon, pour trouver mon père, Philippe, assis sur mon canapé. Ce n'était pas inhabituel en soi, il avait une clé pour les urgences. Ce qui m'a glacé le sang, c'est de voir le petit coffre-fort métallique ouvert sur ma table basse, complètement vide. 25 000 € envolés. J'avais économisé pendant 3 ans. Chaque garde supplémentaire, chaque jour férié, je travaillais au lieu de prendre un congé. Chaque dîner que je sautais me permettait de mettre de côté une centaine d'euros. Cet argent était censé être mon apport personnel pour une maison. Mon échappatoire à la location. Mon avenir. Papa, Philippe, a levé les yeux vers moi avec cette expression que je connaissais trop bien, non pas de la culpabilité, ni de l'embarras, mais de la satisfaction. Le même regard qu'il avait eu toute ma vie, chaque fois qu'il décidait ce qui était le mieux pour moi sans me demander mon avis. Il m'a dit qu'il avait pris l'argent. Juste comme ça. Il l'a dit avec une telle désinvolture, comme s'il m'informait qu'il avait emprunté ma voiture. Il avait remboursé les dettes de jeu de mon frère cadet, Thomas. À 32 ans, mon frère n'arrivait toujours pas à se prendre en main, et c'était en quelque sorte devenu mon problème à résoudre. Je lui ai demandé comment il avait pu ouvrir le coffre. Il a brandi mes clés de rechange, celles que je gardais cachées dans ma chambre pour les urgences absolues. Il avait fouillé mes affaires, chez moi. Puis est venue la partie qui m'a glacé le sang. Il m'a dit que je devais bien ça à la famille, que mon frère avait besoin d'aide et que j'étais égoïste de garder tout cet argent pour moi alors que la famille était en difficulté. Il a même ricané en le disant. Ricané comme s'il avait accompli quelque chose de noble. Mes mains tremblaient. Je voulais hurler. Je voulais appeler la police sur le champ, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être étaient-ce les années de conditionnement, où on me disait que j'étais le responsable, celui qui devait se sacrifier. Peut-être était-ce le souvenir soudain et limpide de chaque fois où j'avais été forcé d'abandonner quelque chose pour le bien de mon frère. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête. Je lui ai dit que si c'était ce qu'il pensait, alors d'accord. La confusion qui a traversé son visage en valait presque la peine. Il s'attendait à une dispute. Il l'attendait probablement avec impatience pour me faire la morale sur la loyauté familiale et le devoir fraternel. Il a commencé à dire autre chose, sans doute une autre justification, lorsque nous avons tous les deux entendu une voiture se garer sur le parking en contrebas. Des pas lourds dans l'escalier. Puis mon oncle, Bernard, est entré. Mon oncle, Bernard, le frère aîné de papa, était d'une toute autre trempe. Il avait fait fortune dans l'immobilier commercial, avait un esprit vif pour les investissements et une tolérance zéro pour la folie. Il était aussi l'une des rares personnes que mon père craignait réellement. Oncle Bernard a demandé où était le fonds d'investissement, celui qu'il avait confié à papa. 50 000 € qu'il avait donné à mon père pour investir dans une affaire immobilière 6 mois auparavant. J'ai vu le visage de mon père changer de couleur. Cette satisfaction narquoise s'est évanouie comme si quelqu'un avait tiré une prise. Il est passé du rougeau au pâle en environ 3 secondes. En fait, j'avais compris ce que papa avait vraiment fait il y a environ 2 mois. Je l'avais remarqué être évasif, faisant des appels téléphoniques mystérieux, agissant étrangement chaque fois que le nom de l'oncle était mentionné. Alors, j'ai mené mon enquête, demandé un service à un ami qui travaille dans la finance. J'ai découvert que papa n'avait jamais investi l'argent de l'oncle. Il l'avait utilisé petit à petit pour couvrir les dettes de mon frère, Thomas, essayant désespérément de tenir les créanciers à distance tout en faisant semblant que tout allait bien. Et maintenant, il avait vidé mes économies pour rembourser le reste. Pensant qu'il était tiré d'affaire, l'oncle a redemandé, sa voix plus dure cette fois, « Où est mon argent ?» Papa a balbutié quelque chose sur l'investissement qui prenait plus de temps que prévu, que les retours arriveraient bientôt. Sa voix a craqué sur le dernier mot. Je me suis penché près de mon père et j'ai murmuré 4 mots, « Je sais tout ». Ses yeux se sont écarquillés, paniqués. Il savait exactement ce que je voulais dire. L'oncle a remarqué son regard, m'a demandé directement ce que je savais. Je lui ai tout raconté. Comment j'avais remarqué le comportement étrange de papa.
Comment j'avais retracé l'argent grâce à l'aide de mon ami. Comment papa avait systématiquement vidé le fonds d'investissement de l'oncle pour payer les dettes de jeu de mon frère. Comment mes 25 000 € n'étaient que la dernière pièce pour tout régler. Le visage de l'oncle est devenu rigide. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro sans quitter papa des yeux, demandant à son interlocuteur de venir immédiatement à mon adresse. Il a dit que c'était une urgence familiale. 15 minutes plus tard, des phares ont inondé mes fenêtres. 3 voitures. L'avocat de l'oncle, son associé, et ma tante, Isabelle, l'épouse de l'oncle, qui se trouvait être une ancienne procureure. Ce qui a suivi a été la confrontation la plus brutale à laquelle j'ai jamais assisté. Ils avaient apporté la documentation, des extraits du compte d'investissement que l'oncle avait mis en place, des relevés de virements bancaires, tout était soigneusement organisé dans un dossier que l'avocat a tiré de sa mallette comme un magicien sortant un lapin de son chapeau. Papa a essayé d'expliquer, de justifier, a dit que la famille s'aidait mutuellement, que mon frère était dans de sérieux problèmes, qu'il avait fait ce qu'il fallait faire. L'oncle l'a coupé net, lui posant une question simple, avait-il demandé la permission d'utiliser cet argent à d'autres fins? Silence. L'avocat a exposé la situation clairement, papa avait commis un détournement de fonds, une rupture de devoir fiduciaire, et potentiellement une fraude. Ce n'était plus une simple querelle familiale. C'était criminel. Le visage de mon père s'est effondré. Il a commencé à supplier. A promis qu'il rembourserait. A demandé du temps, a dit qu'il avait fait une erreur. L'oncle lui a demandé comment il comptait rembourser 75 000 €, les 50 000 qu'il avait pris plus mes 25 000. Papa n'avait peut-être que 15 000 € d'économie, une maison hypothéquée et aucun autre actif. J'ai regardé mon père réaliser qu'il s'était détruit lui-même. Le poids de cette réalité s'est abattu sur lui comme une charge physique. Ses épaules se sont affaissées, ses mains tremblaient. Puis l'oncle m'a regardé et m'a demandé si je voulais, moi aussi, porter plainte. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Une partie de moi voulait voir papa arrêter, le voir enfin faire face à de vraies conséquences pour la première fois de sa vie. Mais une autre partie de moi, celle qui était juste épuisée, voulait quelque chose de plus simple. J'ai dit à l'oncle que je voulais récupérer mon argent, avec des intérêts. Je voulais que ce soit écrit noir sur blanc. Je voulais un plan de remboursement qui fonctionne réellement. Et je voulais que mon père n'ait plus jamais accès à mon domicile ou à mes finances. L'oncle a hoché la tête. L'avocat a commencé à rédiger les documents sur mon comptoir de cuisine. Papa a dû tout signer. Une admission de ce qu'il avait fait, un plan de remboursement qui lui prendrait 7 ans à accomplir, une saisie sur une partie de sa retraite, un accord légal stipulant qu'il n'aurait aucune revendication sur mes biens ou propriétés. Et une ordonnance d'éloignement lui interdisant l'accès à ma résidence. Avant de signer, papa a tenté une dernière manipulation. Il m'a dit que je détruisais la famille, que je le regretterais, que le sang était censé être plus épais que l'eau. Je lui ai rappelé que la citation complète était « Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre ». Que les liens que nous choisissons sont plus importants que ceux dans lesquels nous sommes nés, et que je choisissais de ne plus jamais le laisser m'utiliser. Il a signé. Ils sont tous partis vers 2 heures du matin. L'oncle m'a serré l'épaule en sortant. Il m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait, qu'il était désolé d'avoir fait confiance à papa avec son argent, mais qu'il était content que j'ai eu le courage de parler. J'ai fermé la porte et je suis resté dans mon appartement silencieux, regardant le coffre-fort vide, toujours posé sur ma table basse. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à mon père. Vraiment tenu tête. Et au lieu de la culpabilité à laquelle j'avais été conditionné à m'attendre, j'ai ressenti quelque chose de tout à fait différent. Un soulagement. Mise à jour 1. 3 semaines se sont écoulées depuis que tout a basculé. Je voulais faire un point car beaucoup de choses se sont passées et certaines personnes ont posé des questions. Le plan de remboursement est respecté. La retraite de papa, Philippe, est maintenant saisie automatiquement. L'avocat de l'oncle, Bernard, s'est assuré que tout était mis en place par des voies légales, de sorte que papa ne puisse pas simplement oublier un paiement. Je reçois une notification toutes les 2 semaines lorsque l'argent arrive sur mon compte. Ce n'est pas encore le montant total, évidemment, mais voir ces dépôts me procure un sentiment de validation. Mon frère, Thomas, m'a appelé 5 jours après la confrontation. Il avait appris ce qui s'était passé. Papa avait apparemment fait une dépression et lui avait tout raconté,
espérant probablement de la sympathie. Au lieu de s'excuser ou de prendre ses responsabilités, mon frère a passé 20 minutes à me crier dessus au téléphone. Il m'a traité d'égoïste. A dit que j'avais ruiné la retraite de papa. M'a demandé comment je pouvais être si cruel pour de l'argent. Je l'ai laissé se défouler. Quand il a finalement fait une pause pour respirer, je lui ai posé une seule question, savais-tu que papa nous volait, l'oncle et moi, pour payer tes dettes? Le silence m'a tout dit. Il savait, peut-être pas tous les détails, mais il savait que l'argent venait d'un endroit d'où il ne devait pas venir. Je lui ai dit que c'était fini, que j'en avais marre d'être le distributeur automatique personnel et le punching ball émotionnel de la famille. Il m'a traité de quelques noms supplémentaires et a raccroché. J'ai bloqué son numéro immédiatement après. Maman, Martine, a appelé ensuite. C'était plus difficile. Elle n'a pas crié, elle a juste pleuré. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce que papa avait fait avant que tout n'éclate. Je la crois, en fait. Papa la tenait à l'écart des décisions financières. Elle m'a demandé s'il y avait un moyen de s'arranger pour que la famille reste unie. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas continuer à sacrifier ma vie pour des gens qui me voyaient comme une ressource au lieu d'une personne, qu'elle était la bienvenue dans ma vie si elle voulait avoir une relation avec moi en tant que son fils. Et non en tant que solutionneur des problèmes de son mari et de son autre fils. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai dit que je comprenais et que je serais là quand elle serait prête. Le serrurier est venu et a changé toutes mes serrures. Nouvelle clé, nouveau pen dormant, tout le système. J'ai aussi installé une caméra de sécurité dans mon couloir et une caméra de sonnette. Appelez ça de la paranoïa, mais je ne prends aucun risque. Le travail a été normal, ce qui était agréable. J'ai pris des gardes supplémentaires pour reconstituer mes économies plus rapidement. Un de mes collègues, un chirurgien plus âgé que je respecte beaucoup, a remarqué que je semblais plus léger d'une certaine manière. J'ai fini par lui raconter une version condensée de ce qui s'était passé. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué, parfois, la chirurgie la plus importante est celle où l'on retire la malignité, même lorsqu'elle est attachée à quelque chose que l'on aime. L'oncle Bernard prend de mes nouvelles chaque semaine. Nous nous sommes réellement rapprochés grâce à cela. Il m'a dit qu'il avait eu ses propres problèmes avec papa au fil des ans, mais qu'il les avait toujours considérés comme des différences de personnalité. Maintenant, il les voit pour ce qu'ils étaient, un schéma de sentiments de droit et de manipulation. Il m'apprend l'investissement, m'aide à comprendre comment réellement faire fructifier mon argent au lieu de simplement le thésauriser dans un coffre-fort. La maison pour laquelle j'économisais, j'y tiens toujours. L'oncle m'a même mis en contact avec un agent immobilier en qui il a confiance. J'ai une préapprobation pour un prêt immobilier et je cherche activement. Je devrais pouvoir faire une offre dans environ 6 mois si les paiements continuent d'arriver régulièrement. Certains amis de la famille m'ont contacté, ayant clairement entendu des versions unilatérales de l'histoire. Quelques-uns ont été critiques, disant que j'aurais dû gérer cela en privé et ne pas impliquer d'avocat. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Les personnes qui comptent connaissent la vérité. Mais voici ce qui m'a le plus surpris, je ne me sens pas coupable. J'attends toujours que ça frappe. Ce sentiment écrasant d'obligation qui a régi ma vie si longtemps. Il n'est pas venu. Au lieu de cela, je me sens libre. Je dors mieux, je mange mieux. J'ai même fait des projets avec des amis le week-end dernier au lieu d'être disponible au cas où la famille aurait besoin de quelque chose. Il est étrange de me donner la priorité, mais cela me semble aussi juste. Mise à jour 2. 2 mois se sont écoulés. Les choses ont évolué de manières inattendues. Les paiements mensuels continuent d'arriver automatiquement. Papa, Philippe, n'a pas essayé de me contacter directement, ce dont je suis reconnaissant. L'oncle, Bernard, a mentionné que papa était plutôt isolé. Une partie de la famille élargie sait maintenant ce qui s'est passé, et apparemment, ça n'a pas été bien reçu. Détourner des fonds de la famille est apparemment là où même les parents les plus familles d'abord tracent la ligne. Maman, Martine, et moi avons pris un café la semaine dernière. C'était la première fois que je la voyais en personne depuis que tout s'était passé. Elle avait l'air fatiguée, mais plus lucide que je ne l'avais vue depuis des années. Elle m'a dit qu'elle avait temporairement emménagé chez sa sœur, que vivre avec papa pendant qu'il sombrait était devenu trop difficile. Elle ne divorçait pas, mais elle avait besoin d'espace. Nous avons parlé pendant 3 heures, vraiment parlé.
Elle s'est excusée d'avoir permis cette dynamique si longtemps, de m'avoir toujours demandé d'être compréhensif envers mon frère, Thomas, de ne pas m'avoir mieux protégé. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre cela avant que les mots ne sortent de sa bouche. Je lui ai dit que je ne la blâmais pas, ce qui est en grande partie vrai. Elle était prise dans son propre piège, tout comme moi. Elle m'a posé des questions sur ma recherche de maison. Elle s'est sincèrement enthousiasmée quand je lui ai montré des annonces sur mon téléphone. Pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle me voyait comme une personne avec sa propre vie, et non pas seulement comme un personnage secondaire dans le drame familial. Mon frère, Thomas, s'est présenté à mon hôpital la semaine dernière. La sécurité m'a appelé avant de le laisser entrer. Je l'avais mis sur une liste de personnes dont on devait me notifier la présence. Je l'ai rencontré dans le hall, un endroit public et sûr, avec des caméras partout. Il avait l'air mal en point, plus mince, fatigué. Il a dit qu'il voulait s'excuser. J'ai attendu. Il m'a dit qu'il fréquentait les joueurs anonymes. Qu'il avait enfin admis qu'il avait un problème après que tout se soit effondré. Qu'il avait utilisé la famille comme filet de sécurité et que cela l'avait poussé à continuer à se détruire. Que ce que papa avait fait était mal et qu'il n'aurait jamais dû accepter cet argent en sachant d'où il venait. Je lui ai demandé si papa l'avait poussé à faire ça. Il a juré que non, a dit qu'il n'avait pas parlé à papa depuis 3 semaines. Que c'était lui qui essayait de prendre ses responsabilités. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que je n'étais pas encore prêt à l'avoir dans ma vie. Qu'il devait prouver par des actions, non par des mots, qu'il avait changé, et que peut-être un jour nous pourrions reconstruire quelque chose. Mais que ce jour n'était pas aujourd'hui. Il a hoché la tête, a dit qu'il comprenait, a demandé si je serais d'accord pour recevoir des nouvelles de ses progrès de rétablissement, rien de plus. Aucune demande, aucun contact au-delà de la preuve de son sérieux. J'y ai réfléchi et j'ai accepté. Il pourrait m'envoyer un email une fois par mois avec des mises à jour. Je les lirai. C'était tout ce que j'offrais. Il m'a remercié et est parti. Je ne sais pas s'il tiendra vraiment parole. Une partie de moi en doute, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux cette fois-ci. Quelque chose qui pourrait avoir été une réelle conscience des conséquences. La recherche de la maison se passe bien. J'ai trouvé un endroit qui me plaît beaucoup. Une petite maison de 3 chambres à environ 20 minutes de l'hôpital. Elle a besoin de quelques retouches esthétiques, mais elle est structurellement saine et dans mon budget. Je ferai une offre la semaine prochaine. L'oncle Bernard m'aide à négocier. Il a été incroyable tout au long de cette épreuve. Dimanche dernier, il m'a emmené déjeuner et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit que me voir me défendre l'avait inspiré à mieux définir ses propres limites aussi. Qu'il avait passé des années à essayer de maintenir la paix dans la famille en ne faisant pas de vagues. Et me voir choisir mon propre bien-être plutôt qu'une fausse paix lui avait donné la permission de faire de même. C'est étrange d'être l'inspiration de quelqu'un. Je ne me sens pas particulièrement courageux la plupart du temps. Je me sens juste comme quelqu'un qui en a finalement eu marre d'être utilisé. Mon compte d'épargne se reconstitue plus vite que prévu. Entre les paiements saisis qui arrivent, mes gardes supplémentaires et un budget serré, j'ai déjà récupéré environ 40% de ce qui a été volé. Les leçons d'investissement de l'oncle portent aussi leurs fruits. J'ai ouvert un plan d'épargne en action, PEA, et j'ai commencé à réellement planifier l'avenir au lieu de simplement réagir au présent. Quelques collègues connaissent maintenant toute l'histoire. L'un d'eux a vécu quelque chose de similaire avec sa famille. On s'attendait à ce qu'il finance la retraite de ses parents pendant que ses frères et sœurs ne contribuaient à rien. Il m'a dit qu'il lui avait fallu 5 ans après avoir coupé les ponts avant que la culpabilité ne disparaisse complètement. Que certains jours, elle le frappait encore, mais qu'il n'avait jamais regretté de s'être choisi lui-même. Cette conversation m'a aidé plus qu'il ne le sait probablement. J'ai aussi commencé une thérapie. Je me suis dit que si j'allais reconstruire ma vie, autant bien le faire. Mon thérapeute m'aide à comprendre les schémas qui se sont établis dans l'enfance. Comment j'ai été préparé dès mon plus jeune âge à être le gardien et le financier de la famille. C'est un travail douloureux, mais nécessaire. Il y a 3 mois, j'aurais tout fait pour éviter les conflits avec ma famille. J'aurais ravalé ma colère, accepté le vol, et probablement trouvé un moyen de me blâmer de ne pas avoir mieux caché mon argent. Maintenant, j'achète une maison avec de l'argent que j'ai gagné et protégé. Je construis des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation.
J'apprends ce que ça fait de vivre pour moi-même. Les phares dans mon allée cette nuit-là n'ont pas seulement amené l'oncle et ses avocats. Ils ont apporté le début de la vie que j'aurais dû vivre depuis le début.